Ce soir, transfert du meurtrier Paul Bernardo. Pierre Poilievre réclame le départ du ministre Marco Mendicino. On fait le point avec notre panel de journalistes. Ingérence étrangère et projet de loi sur l'assurance médicaments. Le chef du NPD, Jack Meeting, fait le bilan de la session parlementaire. Usine de batteries électriques en Ontario, le gouvernement fédéral pourrait devoir verser près de 3 milliards de plus à Volkswagen. Le directeur parlementaire du budget est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le chef conservateur demande la démission du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, pour sa gestion du dossier de Paul Bernardo. Pierre Poilievre accuse le ministre Mendicino d'avoir menti lorsqu'il a affirmé avoir été mis au courant du transfert de pénitencier du tueur en série seulement après le fait. Or, CBC a rapporté hier que le bureau du ministre en avait été informé par le Service correctionnel du Canada 3 mois plus tôt. Toute une génération de femmes vont devoir revivre le traumatisme de Paul Bernardo avec la nouvelle que ce gouvernement a déménagé Paul Bernardo, ce monstre, d'une prison de sécurité maximale au médium, où il aura la liberté d'avoir des visites, d'interagir avec d'autres êtres humains. Le ministre des Affaires de la Sécurité publique a dit qu'il a été choqué par la nouvelle. Maintenant, on sait qu'il était au courant depuis 3 mois. C'était faux. Va-t-il démissionner? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Oui, Monsieur le Président, j'étais choqué parce que j'étais informé le 30 mai, c'était le jour après M. Bernardo était transféré à une institution de sécurité de moyenne. C'est une erreur dans mon bureau. J'avais pris l'action concrète et maintenant, on va toujours défendre les droits des victimes. J'avais un très bon appel avec le représentatif de la famille de Kristen French et Leslie Mahaffey. On va toujours défendre leurs droits et tous les droits des victimes. C'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes. Mylène Craët, qui est correspondante parlementaire à la presse, et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Pierre Poilievre demande la démission du ministre Mendicino pour sa gestion du dossier de Paul Bernardo. Il accuse le ministre d'avoir menti carrément. Mylène, à quel point ça vous semble embarrassant pour le ministre Mendicino? Ben, on peut lui dire que ça lui fait une grosse année. C'est un autre gros dossier qui lui tombe dessus cette année. On n'a qu'à penser au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu, où le gouvernement avait déposé des amendements à la dernière minute, une fois que les consultations étaient terminées en comité parlementaire. Mendicino a dû défendre aussi tout le dossier d'ingérence de la Chine dans la démocratie canadienne et maintenant l'affaire Paul Bernardo. Donc, ça commence à faire beaucoup. La pression s'accentue sur le ministre Mendicino. Ça le rend vulnérable aux critiques des partis d'opposition. Les conservateurs ne s'en privent pas. Mais on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se passe au sein du ministère de la Sécurité publique. Moi, je me demande si le ministre est bien informé ou même suffisamment informé pour faire son travail correctement. Oui, parce que, justement, Yves, si on croit la version du ministre, il aurait seulement été informé du transfert de Bernardo le 30 mai, c'est-à-dire le lendemain du transfert comme tel, mais on apprend finalement qu'il y a 2 courriels qui ont été envoyés à son bureau par Service correctionnel du Canada pour l'informer, et ça dès le 2 mars. Donc, est-ce que c'est possible que le ministre n'ait pas été informé par son personnel? Parce que c'est ce qu'il semble dire finalement. Est-ce que ça vous semble possible? Oui, ça me semble absolument possible parce que si c'est le cas, c'est évidemment une grave erreur de quelqu'un dans son entourage, mais c'est possible que quelqu'un, quelque part, ait décidé que ce n'était pas un enjeu majeur, parce que, vous savez, Bernardo n'a pas été libéré de prison. Là, il passe d'une prison à sécurité maximum à une prison à sécurité moyenne. Alors, j'ai vu des drames beaucoup plus grands dans mon existence que celui-là. Et est-ce que ça vaut de demander la tête d'un ministre parce qu'il y a eu un problème de communication? Est-ce que le dossier Bernardo doit être réexaminé? Est-ce qu'il doit y avoir appel de cette décision? Fort probablement. Est-ce que ça vaut de demander la tête du ministre? Je ne crois pas.
de toute façon, je pense que M. Mendicino va passer à la trappe éventuellement dans un remaniement ministériel. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est de ce cas précis, il est fort possible qu'il ait été informé tard et il est possible également qu'il ait un peu transformé la réalité. Mais si chaque fois qu'un ministre enjolive la vérité devait démissionner, le Parlement aurait de la difficulté à faire quorum. Ouais. Parlons maintenant d'une autre tuile pour les libéraux, mais vraiment du même genre. Le patron du SCRS qui vient contredire les propos du ministre Blair cette fois-ci. Bon, il semble que le ministre aurait été informé dès 2021 des menaces contre le député Michael Chung et sa famille. Évidemment, on parle du dossier de l'ingérence étrangère. Le ministre Blair a toujours dit qu'il avait été mis au courant seulement quand c'est sorti dans les médias. Mylène, est-ce qu'on a affaire à un autre cas de manque de communication au sein d'un ministère? En tout cas, M. Blair maintient sa version aujourd'hui. Il dit que ni le ministre, ni ses employés n'ont accès aux documents secrets là, du Service canadien du renseignement de sécurité. Et il a dit lors de la période des questions que David Vigneault, le directeur du SCRS, avait eu amplement le temps de lui fournir la note de brefage et même de l'informer lors des multiples séances d'information qu'il a eues avec lui depuis 2021 et que ça n'a pas été fait. Donc, la question pour moi, c'est surtout de savoir comment ça se fait que des informations aussi importantes ne se rendent pas, dans ce cas-ci, au ministre Blair. Souvenez-vous, durant la commission Rouleau, il y avait eu aussi une question là, d'information qui ne s'était pas rendue, dans ce cas-ci, au bureau du premier ministre là, en temps opportun pendant le convoi de la liberté. Donc, ça donne l'impression qu'il y a un manque de direction de part et d'autre, là, soit au sein du bureau du ministre Blair, au sein du ministère ou même au sein du Service canadien du renseignement de sécurité. Oui, des gens qui lisent peut-être pas leur courriel. Yves, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec Mylène. C'est clairement un problème de communication qu'il y a dans la machine parce que M. Mendicino, M. Blair, même problème de communication. Alors, est-ce que les hauts fonctionnaires décident par eux-mêmes que ça vaut pas la peine d'informer le ministre sur certains sujets? Possible, mais clairement, des règles doivent être établies. Qu'est-ce qu'un ministre doit savoir? Jusqu'à quel niveau il n'a pas besoin d'être informé et à partir de quel niveau il doit absolument tout savoir sur ce qui se passe? Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un ménage quelque part parce que deux histoires comme ça consécutives, c'est un peu troublant. Oui. Pour ce qui est de la révélation comme telle du patron du SCRS, Mylène, qu'est-ce que ça nous dit sur les relations, en fait, entre le gouvernement Trudeau et le Service canadien du renseignement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une telle révélation du patron du SCRS? En tout cas, moi, ce que j'en décode, c'est que c'est tendu, puis on le sent aussi depuis toutes ces histoires qui sont sorties, autant dans le Globe and Mail qu'à Global News, des rapports du Service canadien du renseignement de sécurité qui ont pu être consultés par des journalistes, qui mettait le gouvernement Trudeau dans l'embarras. On sent que c'est pas l'amour fou entre les deux présentement. Donc, on sent que les relations sont quand même assez tendues à l'heure actuelle entre les deux. Oui, c'est ça, peut-être un lien de confiance qui est brisé. Mylène, je reste avec vous parce que je veux vous entendre sur le projet de loi C-18 sur le partage des revenus des géants du Web. On est à quelques jours, finalement, de l'adoption finale de ce projet de loi-là. Déjà, il y a des effets qui se font sentir. Il y a des médias au Québec dont les contenus ont été bloqués par Facebook, entre autres. Est-ce que des compagnies comme Facebook, justement, pourraient éviter d'avoir à conclure des ententes avec les médias? Oui, c'est ce qu'on m'a confirmé au cabinet du ministre Pablo Rodriguez hier. Donc, d'où peut-être l'idée de ces fameux tests que Facebook Meta maintenant fait pour faire pression sur le gouvernement. Au début, c'était pour tenter de faire modifier le projet de loi C-18. Ça n'a pas tout à fait fonctionné au Sénat. Il y a un amendement là, de la sénatrice Miville Deschênes qui visait peut-être à mieux équilibrer le projet de loi, mais les libéraux ont déjà dit qu'elle allait le refuser. Donc si Meta, sur ces plateformes, ne diffuse pas de contenu de nouvelles, eh bien, il n'aura pas à conclure d'entente avec les médias d'information. Et donc, c'est une échappatoire. Mais en même temps, du point de vue du gouvernement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on voulait
adopter une solution là, de marché. Donc, on ne voulait pas imposer une redevance. Donc, on voulait permettre aux deux parties de négocier, mais en même temps, est-ce qu'il y aura lieu de négocier? C'est là où on verra combien de temps là, cet accès limité aux nouvelles pourra durer. Pour l'instant, c'est tout le mois de juin, ce qu'on nous a dit du côté de Meta. Mais bon, l'idée, c'était de le rendre permanent si C-18 était adopté. Ensuite, on verra combien de temps ça peut durer. Là, en Australie, ça avait duré, je pense, 5 jours au total. Donc, on verra là, la guerre d'usure, combien de temps elle durera ici. Oui, c'est ça. C'est 18 qui devrait donc être adopté, comme je le disais, dans les prochains jours. Un mot en terminant sur le sondage Abacus qui a été fait pour le compte du Toronto Star. Une grosse majorité de Canadiens disent que c'est le temps de changer de gouvernement. En fait, c'est le cas pour 81 % des répondants. 81 quand même, c'est une bonne majorité. Yves, qu'est-ce qui fait le plus mal au gouvernement actuellement? Le dossier de l'ingérence étrangère ou la hausse du coût de la vie, vous pensez? Je pense que c'est un ensemble, c'est un tout qui se résume par l'usure du pouvoir. Les gens sont fatigués de ce gouvernement qui, plusieurs estiment que c'est un gouvernement qui est toujours lent à réagir sur tout, lent à prendre des décisions. Alors, c'est un cumul qui fait que les gens ont une certaine fatigue. Le problème, et c'est une autre question du sondage, c'est l'alternative. Oui, c'est ça. Parce que si 81% des répondants croient qu'il est temps de changer de gouvernement, il y a 31%, presque le tiers des répondants, qui dit qu'il n'y a pas de bonne alternative aux libéraux. Autrement dit, qui choisit prend pire ou qui choisit prend pareil. Alors, c'est un problème majeur parce que les gens ne voient pas dans les conservateurs l'alternative viable, ce qui va peut-être envoyer un message à M. Poilievre qu'il faudrait peut-être qu'il change de ton, qu'il change d'attitude et à la Chambre des communes et dans ses communications en général. Et évidemment, le NPD et le Bloc québécois, c'est des clientèles beaucoup plus lichées. Alors, oui, les gens sont fatigués des libéraux, mais en même temps, ne voient pas quelle est la solution. Alors, pour les journalistes, c'est une équation assez intéressante à suivre. Oui, effectivement. Donc, un mauvais sondage pour le gouvernement, mais mauvais sondage aussi pour l'opposition. Pas nécessairement, je devrais dire, un bon sondage pour l'opposition. Mylène et Yves, merci beaucoup. Merci à vous deux. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Le NPD en a assez d'attendre que le gouvernement bouge sur le programme d'assurance médicaments et a décidé de déposer aux communes son propre projet de loi. J'ai reçu le chef néo-démocrate. J'en ai profité pour faire avec lui le bilan de la session qui se termine dans quelques jours. Bonjour, M. Singh. Bonjour, Madame. Commençons d'abord par le dossier de l'ingérence étrangère. Vous avez obtenu au NPD finalement ce que vous demandiez, le départ du rapporteur spécial David Johnston. Vous réclamez toujours une enquête publique. Comment voyez-vous la suite des choses dans ce dossier-là? Donc, depuis le début, on a dit qu'avec les allégations et le fait qu'on a trouvé ces allégations sérieuses, on a demandé une enquête publique depuis le début. Donc, on a toujours dit qu'on a besoin de ça. Même si le gouvernement a proposé un rapporteur spécial, on a dit que non, ce n'est pas la bonne chose à faire, on a besoin d'une enquête publique. Donc, on a forcé 2 votes dans la Chambre des communs. Notre parti, les néo-démocrates, on a géré ce dossier. C'était nous qui avons forcé ces 2 votes dans la Chambre des communs. Donc, 2 fois, la volonté, la majorité du Parlement, c'était d'avoir une enquête publique. Et on a aussi ajouté le fait qu'on doit enlever M. Johnston de sa poste. Donc, on a réussi. M. Johnston s'est démissionné. C'était triste parce qu'il n'aurait dû jamais dans cette position, mais je pense que c'est la bonne chose à faire qu'il s'est démissionné. Mais maintenant, le gouvernement a aussi donné une ouverture qu'ils sont ouverts à considérer une enquête publique. On va continuer de mettre la pression et on va continuer de dire oui, on a besoin d'une enquête publique et maintenant, on doit travailler ensemble pour qu'on puisse décider c'est qui va gérer cette enquête publique pour qu'on puisse avoir un consensus entre les partis reconnus. Oui, justement, le Bloc québécois a proposé cette semaine une liste de candidats potentiels qui pourraient diriger cette enquête publique. Pourquoi au NPD, vous ne proposez pas de liste de candidats de votre côté afin de
contribuer, je dirais, à l'exercice? Je donne un exemple pourquoi le Bloc a critiqué M. Johnston à plusieurs reprises parce qu'il était un membre de Fondation Trudeau comme une raison pour laquelle il ne devrait pas être le rapporteur spécial. Maintenant, ils ont proposé Mme Justice Louise Arbour, quelqu'un que je respecte énormément, mais avec une search, si on essaie de faire une recherche sur l'Internet, rapidement on peut voir elle est aussi liée aux fondations Trudeau. Donc c'est un peu gênant, je pense, pour le Bloc qui était assez critique. Mais avez-vous des candidats potentiels, vous, votre côté, au NPD? Mais j'explique. Le fait qu'ils ont proposé ces noms montre la raison pour laquelle on ne doit pas proposer les noms. Parce que maintenant, le Bloc est dans une position un peu gênante, le fait qu'ils ont proposé un nom, mais le nom a le même problème. C'est le même problème qu'ils ont proposé. Ils ont dit que les mêmes problèmes que M. Johnston. Donc, ce qu'on propose au lieu des noms, c'est de travailler ensemble avec un processus qui fonctionne. Le processus qu'on propose, c'est qu'on a un comité avec chaque parti reconnu, un membre, et puis on a des candidats potentiels, et puis on pose des questions et on décide ensemble c'est qui le candidat ou candidate. Donc, ce processus est plus important qu'une liste de noms parce qu'avec l'exemple de Mme Justice Arbour, c'est le même problème que les Blocs ont soulevé avec M. Johnston. C'est le même problème avec Justice Arbour. Donc, on ne veut pas tomber dans cette piège. On veut avoir un processus qui fonctionne. Oui. Donc, c'est votre proposition à vous du côté du NPD. Sur la décision comme telle de lancer une enquête publique, vous attendez-vous à une annonce de la part du gouvernement Trudeau avant la pause estivale? Donc, ce qu'on veut voir, c'est un engagement parce qu'à ce moment, ils ont proposé ou ils ont montré une ouverture. Monsieur Leblanc, le ministre Leblanc, a présenté une ouverture, a montré une ouverture, mais il n'a pas dit ou s'engager clairement que oui, on va avoir une enquête publique et c'est maintenant une question de c'est quoi les éléments de cette enquête publique. Ouais. Donc, on va continuer de forcer ce gouvernement de s'engager à déclencher une enquête publique et puis on est prêt de faire le travail ensemble pour définir les éléments de cette enquête publique et puis qui va gérer cette enquête. Donc, vous attendez un engagement ferme de la part du gouvernement. Oui, la dernière fois qu'on vous a reçu en entrevue, M. Singh, bon, vous avez été vraiment très clair. Il n'est pas question pour le NPD de faire tomber le gouvernement sur le dossier de l'ingérence étrangère parce que vous avez vos priorités, notamment l'assurance médicaments. Justement, vous avez déposé cette semaine votre propre projet de loi aux communes sur l'assurance médicaments afin de tenter d'accélérer les choses. Pensez-vous vraiment que ça va faire une différence? Oui, bien sûr. Ce qu'on a vu depuis le commencement de notre entente, c'est le fait que même si on avait écrit nos engagements noir sur blanc dans un document, on a dû forcer le gouvernement d'agir. On a dû se battre pour mettre la pression sur les épaules du gouvernement de faire ce qu'il faut. Donc, on va continuer de faire la même chose. Avec les soins dentaires, ils ont dit que non, on ne peut pas livrer les mesures intermédiaires pour les enfants. C'est impossible, mais on l'a forcé et puis on est arrivé, on a réussi à un programme qui fonctionne. Et maintenant, ils ont encore dit que c'est difficile d'avoir la deuxième phase pour nos aînés et les personnes qui vivent avec une situation de handicap ou pour les enfants de moins de 18 ans. Ils ont encore dit que c'est difficile, mais on a forcé et puis c'était dans le budget. Et avec ce projet de loi, on va faire la même chose. Oui, pour revenir justement sur ce programme d'assurance médicaments relativement au coût. Plusieurs jugent ces coûts astronomiques. Avez-vous, au NPD, évalué justement les coûts de ce programme? Est-ce que vous savez combien ça va coûter au juste? Oui, on a une approximation de ce qu'on a estimé ce qu'il va être. Mais en effet, c'est un investissement parce qu'il va sauver beaucoup d'argent.
quand le bureau parlementaire du budget a analysé, ils ont dit que oui, c'est un investissement à peu près 10 milliards de dollars, mais à la fin, ça va réduire les coûts pour les provinces, pour les territoires et pour le gouvernement fédéral. Parce que quand on achète avec la puissance de tous les pays, on va réduire les coûts pour les médicaments. Donc, avec un investissement qu'on doit faire au début, ce que ça va faire en sorte qu'on va réduire les coûts pour le long terme. Mais donc, ça va coûter combien? Ça va coûter combien selon le NPD? Une contribution de 10 milliards du gouvernement fédéral et puis les provinces, les gouvernements provinciaux et territoires vont contribuer le même chiffre qu'ils utilisent maintenant pour acheter les médicaments parce que, comme vous savez, dans chaque province et chaque territoire, ils ont déjà un budget pour acheter les médicaments pour les gens qui sont dans un hôpital. Donc, avec le même chiffre, le même montant qu'ils utilisent, et si le gouvernement fédéral ajoute 10 milliards de dollars, on peut s'assurer que tous les médicaments pour tous les gens à travers le pays sont gratuits. Donc, c'est vraiment une bonne idée. Ça va réduire les coûts. Il y a plusieurs experts qui ont mentionné, qui ont partagé le fait que ça va réduire les coûts dans le long terme et ça va réduire le coût dans le long terme. Oui, alors on va suivre évidemment ce projet de loi qui a été déposé cette semaine par le NPD. Jack Smith-Singh, merci de votre temps. On vous souhaite une bonne pause estivale. Merci beaucoup. Merci, vous êtes très gentil. Au revoir. Au revoir. Ottawa pourrait devoir verser près de 3 milliards de dollars de plus à Volkswagen pour son méga projet de production de batteries électriques à St. Thomas, en Ontario. C'est ce que révèle une analyse du directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. J'en discute avec lui dans un instant. Mais d'abord, la ministre Freeland a défendu aujourd'hui la décision de son gouvernement. Je suis plus convaincue que jamais que c'est important et c'est nécessaire. Comme le président Biden a dit quand il était ici, dans cette chambre, le monde entier se trouve dans un point d'inflexion. On est en train de bâtir l'économie verte pour 7 siècles. Donc, je fais le point avec le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir. Donc, c'est pas 13 milliards que ça va coûter à Ottawa pour attirer Volkswagen, mais 16 milliards. Exactement, 16,3 milliards de dollars. Oui. C'est surtout expliqué par le fait que le gouvernement s'est publiquement engagé à égaler l'aide que les Américains offriraient si Volkswagen avait décidé plutôt de s'établir aux États-Unis. Et puisque l'aide américaine est non imposable et les subventions canadiennes, elles, le sont, pour que les montants versés à Volkswagen soient équivalents, il faut absolument que le gouvernement augmente sa mise plus que les 13 milliards qui ont été mentionnés publiquement. Donc, il faut qu'il verse une compensation d'environ 2,8 milliards de dollars pour que les montants soient équivalents à ce qui aurait été versé aux États-Unis. Est-ce que le gouvernement aurait dû prendre en compte cet ajustement fiscal? Je crois que le gouvernement en a pris compte dans ses propres planifications budgétaires, mais le gouvernement ne l'a pas mentionné publiquement. Je crois que c'est plutôt une question de manque de transparence ou de rigueur lorsque l'annonce a été faite, plutôt que le gouvernement n'en ait pas tenu compte à proprement parler, parce que j'ai confiance que le gouvernement a inclus ces provisions-là dans ses planifications budgétaires. Donc, quand on nous a présenté ça comme une offre finale à 13 milliards, finalement, c'était pas final. Non, je crois que c'était bien connu à l'intérieur de l'appareil fédéral que l'offre de 13 milliards était en fait plus proche de 16 ou 16,3 milliards de dollars. Parlons maintenant des retombées économiques de ce projet de Volkswagen, parce que vous vous êtes penché sur ça également. Vous dites qu'elles sont marginales. Vous les évaluez à combien? Donc, on a considéré l'impact économique de la construction de l'usine uniquement à ce moment-ci. On les estime à environ 0,01 du PIB d'ici 2027. Donc, c'est ce que je veux dire par marginal. Et 1 400 emplois d'ici 2027. Donc, ça aussi, c'est marginal. C'est pour la construction de l'usine. Et la raison pour laquelle on ne s'est pas encore penché sur les conséquences ou les impacts économiques de l'opération de l'usine, donc de son fonctionnement en tant que tel, c'est que d'abord, on n'a pas beaucoup de temps d'ici à ce que la session parlementaire se termine.
et aussi parce qu'on s'est penché sur on a utilisé les contrats qui nous ont été fournis. Et il y a plusieurs dispositions de confidentialité dans les contrats. On n'était pas certain, dans le temps qui nous était alloué, si on pouvait utiliser l'ensemble de ces clauses-là pour évaluer l'impact économique du fonctionnement de l'usine et de la production des batteries. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, évidemment, vous n'êtes pas embauché pour vous dire votre façon de penser, mais qu'est-ce qu'on doit penser quand même? C'est un écart important, là, des 3 milliards. Même sans cet écart-là, c'est un montant substantiel pour ce que le gouvernement a présenté comme étant une usine qui, à terme, créerait 3 000 emplois dans la production des usines. Donc, ça revient assez dispendieux, assez cher par emploi. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 16 milliards de dollars, c'est environ 6 fois le budget annuel du ministère de l'Environnement au niveau fédéral. Donc, c'est des montants qui sont très, très importants pour relativement peu d'emplois. Donc, la question à savoir, est-ce que ça va entraîner la création d'un écosystème de véhicules électriques où on va pouvoir construire non seulement les batteries, mais également les composants des batteries et aussi les véhicules en entier? Ça reste à voir, mais si on considère uniquement l'usine de batteries en tant que telle, c'est un investissement ou des dépenses qui sont quand même très, très élevées pour le nombre d'emplois. Oui, parce que quand on pense à l'offre de Stellantis, justement, est-ce qu'on est dans une surenchère de milliards, finalement, pour aller attirer des entreprises et les arracher aux Américains, finalement? Et comme une surenchère qu'on n'a pas les moyens de se payer, on peut se poser la question. C'est clair qu'il y a une surenchère qui est en train de s'établir entre les concurrents eux-mêmes, donc les constructeurs de véhicules automobiles, mais aussi entre les pays. Donc, les Américains qui ont ouvert le bal avec le Inflation Reduction Act, le Canada qui se sent obligé de suivre. On offre des très généreuses subventions à un constructeur, Volkswagen. Donc, Stellantis demande le même traitement. Donc, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter et combien ça va nous coûter une fois qu'on va avoir vu la fin de ces subventions-là. Yves Giroux, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Pendant ce temps, le premier ministre Justin Trudeau était de passage à Saguenay aujourd'hui pour faire le point sur les feux de forêt. M. Trudeau est venu remercier les militaires de la base de Bagotville pour leur travail lors des évacuations. À l'heure actuelle, plus de 460 feux de forêt sont toujours actifs au pays. Le premier ministre s'est engagé à offrir plus de ressources aux provinces pour lutter contre les événements météo extrêmes. L'impact des événements météorologiques extrêmes vont être de plus en plus importants dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut être là, oui, pour aider les communautés, les familles déplacées, les gens qui ont été affectés par des crises. Puis il faut aussi investir en infrastructure, en préparatifs, en prévention pour minimiser l'impact qu'on sait risque de s'accroître dans les années à venir. Donc, oui, on va être là pour aider, que ce soit les peuples autochtones, que ce soit les communautés. Il y a un programme d'assistance en cas de désastre que le gouvernement fédéral a sur pied pour travailler avec les provinces et on va être là pour faire partie de l'aide comme toujours. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 14 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.